Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour ce tout premier épisode de la saison 2 du club. Et pour m'accompagner ce soir, mon ami Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Bonsoir Janel, bonsoir Reda, bonsoir tout le monde. Quel bonheur de vous retrouver. Également à mes côtés, mon ami Reda Alali. Bonsoir Salut Reda. Les amis, c'est effectivement un plaisir de vous retrouver, surtout avec cette bonne mine, souple sur vos appuis, prêt à commenter, tel des staccanovistes de l'analyse, ce qui se présentera pendant cette nouvelle saison. En tout cas, il est chaud. Il est chaud, le Reda Alali. Peut-être plus chaud qu'Amin, parce que Amin, il pensait que je lui faisais une blague en lui disant qu'on allait reprendre. Mais en fait, Neymar a repris, Messi a repris, Guardiola a repris du boulot. Et pour pratiquement les mêmes émoluments, Amin Rahmouni n'est pas d'accord, n'est pas prêt encore. J'y arrivais. Je pense que si tu me payais ne serait-ce qu'un millième de ce qui touche sur toute une saison, je suis prêt à travailler même le mois de juillet et août. Tout seul. Exactement. Et même je fais l'ouverture et la clôture. En tout cas, c'est une nouvelle saison qui commence. Et comme la saison passée, ça commence par le sommaire du club. C'est parti. Candidat malheureux à 4 reprises, le Maroc a de nouveau soumis un dossier de candidature pour organiser la Coupe du Monde 2026. L'attribution de ce mondial aura lieu le 13 juin prochain lors du congrès de la FIFA. Le principal concurrent du Maroc sera la candidature commune du trio États-Unis, Mexique et Canada. Neymar ou le vertige du maître. Le crack a réussi ses débuts avec le PSG. Le club parisien a marqué 9 buts lors des 2 premiers matchs du championnat. Irrésistible, le Brésilien est à l'origine ou à la conclusion de 8 d'entre eux. Avec lui, la Ligue 1 a de beaux jours devant elle sur le plan sportif mais aussi économique. C'était ce week-end la rentrée des classes en Italie et en Espagne, une rentrée sans problème pour les grands ténors. En Angleterre, Antonio Conte a éteint la mini-crise de Chelsea en s'imposant au Wembley face à Tottenham. Mais avant de développer tous ces titres, l'info du jour, bien sûr, la nouvelle liste d'Hervé Renard pour la double confrontation contre le Mali, ultra importante, quasi décisive, en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde. Match aller le vendredi, le jour de l'Aïd, 1er septembre, match retour à Bamako le 5. Bien sûr, principale nouveauté, les retours de 2 anciens valeur sûre de cette sélection. Mehdi Ben Atia, le capitaine, qui revient, et retour également de Hakim Ziyech. Absent en revanche Soufiane Boufal, celui sur lequel bien sûr on comptait énormément après ses prestations plus que convaincantes lors des dernières sorties des Lions de l'Atlas. D'abord une première réaction, Amine. La première réaction, c'est qu'il n'y a pas de carton rouge ni de jaune chez toi. Oui. Donc les tacles vont pouvoir fuser au pas une raison pour... On ne va rien risquer aujourd'hui. C'est très important de souligner, parce que je ne suis pas d'accord avec toi déjà. Dans ta présentation sur la notion de valeur sûre pour Mehdi Ben Atia et pour Ziyech, parce que le premier pour moi n'est plus ce héros du football marocain qu'on nous a vendu pendant des années. Et le second ne l'a toujours pas été. Donc pour moi, ce n'est pas les valeurs sûres. À la rigueur, tu veux me dire un Ahmadi est une valeur sûre. Un Dacosta éventuellement, un Diarra est une valeur sûre. Bref, on peut en citer 4 ou 5, un Boussoufa, mais bon, pas les deux. Maintenant, effectivement, on est quand même sur une double confrontation qui n'est pas quasi décisive. Pour moi, elle est déjà décisive parce que le joker qu'on avait contre la Côte d'Ivoire à domicile, on l'a grillé. Donc, pour la faire courte, parce que je pense qu'on va développer un peu plus par la suite, on est quand même sur un match aller qu'on doit absolument gagner et un match sur retour qu'on évitera de perdre. Reda ? Oui, c'est difficile à... ta question, elle pose la question derrière la question, il y a la question des statuts. C'est-à-dire, quels sont les statuts? Toi non plus, tu dis que j'ai tout faux. Non, c'est pas vrai. Dans le quasi décisif, j'ai tout faux. J'ai tout faux un peu partout. On a tous tout faux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment des joueurs dont l'absence ou la présence, c'est une solution à un problème. Voilà. On a quand même l'impression... Voilà, on a des gens qu'on a vus beaucoup. Ils ont parfois été bons, parfois été moyens. Ils ont disparu, ils sont revenus. Je suis très surpris par l'arrivée, les arrivées, les départs de Mehdi Ben Atia. C'est quand même le plus capé, celui qui devrait... Et il part, il revient, sans que ça pose vraiment de questions, que ça génère de débats, voilà. Ouais. Après, moi, j'ai toujours le même problème quand je commande des listes. Moi, je connais pas Ahmed, je connais pas El Lakouche, je connais pas ces joueurs. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire que je connais pas leur club. Je suis désolé. Et c'est très difficile à imaginer qu'on ait
des spécialistes du foot, et je pense que c'est très rare que dans un pays où tu parles de l'élite de son football, tu as affaire à des noms que tu connais pas parce que tu les as pas vus jouer. Et en fait, tu les as pas vus jouer parce que tu n'as pas voulu les voir jouer. Donc on va attendre de voir comme d'habitude, et puis on commentera ce qu'on a vu. Je pense qu'ils joueront pas. Alors Amin Khemmes, c'est un gamin de 18 ans qui joue à Genk, qui est arrière gauche. Soufiane El-Lakou, je pense pas. Je les connais pas non plus, hein, ça, parce que j'ai on connaît leur nom, voilà, on s'est renseigné, mais avoir une opinion sur ces joueurs, c'est impossible. Tu n'as pas d'opinion. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec l'ancien entraîneur du FUS, qui n'était pas resté longtemps d'ailleurs, qui était venu pour un mois en tant que sélectionneur du Maroc avant de repartir. Troussier. Et il m'expliquait en fait que quand lui faisait ça. Ça c'est l'ancien entraîneur du FUS. Ouais. Tu pu dire du Japon. Oui, aussi. Nigeria, de Marseille. On va prendre un environnement qu'on connaît. Et lui, il disait justement par rapport à sa liste, quand il faisait sa liste de 23, il dit c'est qu'il est vraiment en quatre groupes, ou on va dire un groupe et 3 sous-groupes. Le premier groupe des 11 qui joue, c'est titularisé en tête. Un groupe de 15, effectivement, en intégrant le deuxième groupe, donc les 4 remplaçants qui vont certainement jouer en cours de match. Ensuite, les 4-5 supplémentaires qui vont justement permettre de souder tout ce groupe-là pendant les entraînements et faire les sparring partenaires. Et 3-4, justement, lui, il aimait beaucoup ramener les jeunes qui savaient qu'ils ne joueraient pas, qui étaient là pas pour faire le nombre, mais pour découvrir l'environnement de cette équipe nationale et de faire en sorte justement de les préparer en se disant ce sont la relève de demain. Et moi je pense que les Khemmes, les Al-Lakouch, même les Hakimi, l'arrière droit du Real, la pépite prometteuse, peut-être le Mimoun Mahi et d'autres, peut-être Walid Azaro, seront 2 joueurs-là qu'on aura peu de chance de voir et donc de commenter, mais qui prépareront éventuellement cette relève pour après. Ouais, les titulaires, on va avoir une équipe qui va beaucoup ressembler à la dernière qu'on a vue. Et donc parmi justement les revenants, c'est, on le disait, le retour de Mehdi Benatia à la sélection, Mehdi Benatia qui avait évoqué chez nous, dans le club, au micro de Fouad El-Hannaoui, son possible retour chez les Lions. On l'écoute. Donc j'espère que je vais vite retrouver pas mal de temps de jeu pour pouvoir répondre de nouveau au nom de l'Atlas. Il n'y a rien qui est définitif. Et comme j'ai dit, si la sélection a besoin, je répondrai présent. Mais pour l'instant, c'est important de jouer plus, c'est important de retrouver la grande forme. Et puis voilà, après, de toute façon, j'ai envie de dire que ça fait presque 10 ans que j'étais en sélection. Voilà, donc... Et il ne joue pas plus, hein. Ouais. Si, il joue un tout petit peu plus, quand même. Non, mais attends, un tout petit peu plus. Bonucci est parti. Justement, il a fait la Super Coupe, le premier match de la Juventus. Donc voilà, les conditions peut-être ont changé. Non, mais on pouvait penser, et c'est là où on va nuancer un peu, et je suis d'accord avec Reda, on pouvait penser qu'avec le départ de Bonucci, un poste qui n'a pas été remplacé, Benatia, avec Barzagli éventuellement, serait le titulaire de la charnière centrale. Ce n'est pas encore le cas. Donc effectivement, il joue pas beaucoup plus. Attendez les gars, attendez les gars, il joue pas beaucoup plus. Il y a eu 2 matchs pour la Juventus, 2 matchs officiels. Il a joué 1 sur 2. C'est pas en tout cas, c'est trop tôt de se prononcer sur son temps de jeu avec la Juventus. Il s'est pas arrêté durant l'été pour retrouver du temps de jeu dans les premiers matchs du championnat cette année. Il s'est arrêté en hiver dernier, juste après la CAN, en disant moi je veux trouver du temps de jeu en fin de saison dernière. Les matchs décisifs, il n'était pas aligné. Je suis désolé. Il a fait les derniers matchs de championnat où la Juve était quasiment assurée du titre. On ne peut pas dire que ça a été un triomphe. Il ne s'est pas vraiment imposé dans l'axe central de la Juve. Voilà, c'est pas avec plaisir. Il n'y a aucun plaisir à le dire, mais il faut le noter quand même. Il est derrière. Il est derrière. Dans ce que disait tout à l'heure Reda, et c'était la première réaction que j'ai eue. Aujourd'hui, je pense que véritablement, il faudrait qu'on arrête de se voiler la face. On a des joueurs relativement moyens. Qui jouent dans des clubs moyens, et peut-être on a peut-être deux stars entre guillemets un petit peu, c'est Ziyech effectivement à l'Ajax qui était un championnat moyen, et Ahmadi qui a été nommé meilleur joueur. Mais pour tout le reste, la plupart ne jouent pas, ou ils sont dans des clubs moyens. Aujourd'hui, je préfère mettre en avant quand une liste sort, c'est une continuité dans l'état d'esprit qu'on a pu voir à la CAN, plutôt qu'une qualité de joueurs qui sont absents ou pas, parce que... Parlons de l'état d'esprit, justement. Pour moi, ça c'est beaucoup plus important, parce qu'effectivement, c'est très bien aujourd'hui qu'un Bouffel soit là ou soit pas, pour moi, ne changera pas grand-chose. On est d'accord. Qu'un Benatia, sur lequel on focalise tout à l'heure, soit là ou pas, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Yamir a fait très largement le job contre le Cameroun, à mon sens. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on va retrouver, et c'est ça le plus difficile, et le challenge pour cette fédération et pour Renard, est-ce qu'on va retrouver l'état d'esprit ou pas? Mais il est là le problème. Il est là le problème, c'est qu'on a un capitaine
qui part, qui revient, qui a du mal à écrire l'histoire qu'on voyait, qu'on imaginait pour lui. Voilà. On imaginait autre chose, sincèrement je le dis. C'est quelqu'un qui a suscité énormément de promesses, qui avait tout pour vraiment s'imposer. En rendement et en comportement, c'est important. Voilà, non, en allant en capacité à mobiliser, à tirer ce groupe vers le haut, etc. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui est un peu hésitant aujourd'hui. Et il le dit, il est très honnête, hein, Mehdi Benartaya. Il suffit d'écouter ce qu'il dit et il dit tout. Il dit tout, il faut lui reconnaître ça. Il a dit quand il avait des doutes, je me rappelle très bien, j'avais fait une interview où il a parlé de ses doutes par rapport à l'équipe nationale, parlait du fait de l'instabilité à l'époque sur le poste d'entraîneur, il parlait de l'instabilité qu'il avait avec l'Axe central, il m'a cité une douzaine de joueurs avec lesquels il a été associé dans le charnière central. Il a des doutes et je ne sais pas si un capitaine peut douter. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans notre histoire footballistique d'avoir ce genre de piliers, ce genre de postes qui sont des joueurs qui doutent pas forcément sur le terrain, mais ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur le terrain. Voilà. Ouais, quand tu pars et tu reviens, ça ne peut pas être innocent, ça ne peut pas être anodin. Voilà, mais les départs et les retours sont quelque chose qui sont quand même durablement installés chez nous, d'une part. Et de deux, je pense au contraire, je préfère aujourd'hui avoir des gens qui ont l'honnêteté de dire les choses qui ne vont pas, plutôt que continuer à tout mettre, à mettre les grosses poussières sur le tapis, les accumuler et faire en sorte qu'on n'ait toujours pas de résultats. Aujourd'hui, je préfère un Benartaya qui doute et qui le dit et qui pointe du doigt les manquements et ce qui fait en sorte que ça ne marche pas, plutôt qu'un Benartaya qui va venir allonger son sourire jusque-là, avoir le discours préétabli, classique, dire alhamdoulilah, tout va très bien dans le meilleur des mondes, et continuer à avoir des déceptions en pagaille comme on en a depuis 12 ans. Mais en tout cas, il y a quelqu'un. Je suis en train de faire un débat qui n'est pas la question d'abord. Est-ce qu'on préfère Benartaya comme ça? Benartaya, tant qu'il voudra venir jouer en équipe nationale, il sera toujours appelé en équipe nationale. On est en train de juger. On est en train de juger, non pas Benartaya. On est en train de juger, et on le fait très peu dans ce pays, parce qu'on a du mal à s'attaquer un peu aux gens qui ont un statut comme ça, et il l'a, parce qu'il a une ancienneté, et il a suscité encore. On est en train de juger les réalisations, l'allant, le leadership d'un joueur par rapport à son CV et les promesses qu'il a laissé entrevoir pendant les premières années où il est venu, tout simplement. Et je dis tranquillement qu'il y a un décalage et qu'il y a une certaine déception et qui peut d'ailleurs s'arranger dans les prochains matchs. Il peut nous faire un grand match et on va ravaler tout ce qu'on a dit. Mais jusqu'à présent, on n'est pas dans le Benartaya qu'on imaginait quand on l'a vu débarquer contre le Cameroun, tu te rappelles, avec les cheveux longs, quand il jouait en deuxième division française, on est dans autre chose. Voilà, on a perdu ça. On a perdu ça et je suis désolé de le dire. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un aussi qui a un CV quasi vierge avec les Lions de l'Atlas. Il s'agit de Zouheir Fdal. Et Zouheir Fdal qui a décidé de lui aussi de ne plus répondre aux convocations de l'équipe du Maroc. Le défenseur de Betis Séville affirme que tant que Hervé Renard est là, ben, il ne viendra pas. Ça a été exactement la même phrase pour Hakim Ziyech, et c'est ma transition, monsieur, parce qu'on travaille, on prépare bien cette émission. Hakim Ziyech est de retour. Hakim Ziyech est de retour, et c'est loin d'être une surprise, puisque les deux hommes ont un peu enterré l'âge de guerre avec le déplacement d'Hervé Renard avec le patron de la fédération à Amsterdam à la rencontre de Hakim Ziyech, et là je suis d'accord avec toi, bon, un championnat mineur, championnat des Pays-Bas, mais il est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs, en tout cas dont dispose cette génération aujourd'hui des footballeurs marocains, même si on est d'accord, il n'a encore rien mais c'est ça, c'est aussi une des raisons du problème. On crée des statuts, ça rejoint ce qu'on disait au début, on crée des statuts qui sont basés sur des impressions qu'on a le plus souvent en club. Je vous rappelle que Belhanda a été un des meilleurs joueurs du championnat de France, un des artisans de la victoire de Montpellier. Voilà, il n'a jamais fait 2 bons matchs avec l'équipe du Maroc. Ziyech, oui, évidemment, quand on le voit jouer sa patte gauche à l'Ajax, il nous fait plaisir. En même temps, en compétition avec l'équipe nationale, donnez-moi un match référence, il n'a même pas eu l'occasion de le faire, etc., etc. Donc on est très mal à l'aise pour juger cette équipe. Pourquoi cet effectif? Parce qu'on juge des impressions qu'on voit en club. Bouffel, vous me parlez de Bouffel, mais parce qu'il y a aussi un turnover énorme dans cette équipe et qu'on a du mal à les juger parce qu'on les voit que très rarement les joueurs. Mais tu peux pas faire un match référent contre le Cap-Vert. Je m'excuse. Les matchs référents, tu vas faire contre la Côte d'Ivoire, contre le Cameroun. Je te rappelle juste que le Cap-Vert était classé numéro 1 des classements FIFA. Si le Cap-Vert était une grande équipe, on s'en serait rendu compte. Il faut arrêter avec ces classements. Le Maroc était premier. C'était l'une des meilleures équipes à l'époque, c'était avec Henri Michel. 13e mondial. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère de loin. Ce que dit Reda est très juste. C'est qu'aujourd'hui on n'a pas encore de joueurs qui ont. On a des pépites naissantes. Mais Amine, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? On ne peut pas dire il y a 2 minutes. Mais on a une génération qui n'est pas terrible. Des pépites naissantes. On a des pépites naissantes. Justement, qui n'ont pas encore prouvé ni en club, ni en question. sélection. Mais par contre, je trouve. Parfois, il faut vraiment rendre à Renard ce qui appartient à la Fédé et rendre à César ce qu'il n'a pas.
Aujourd'hui, je pense véritablement qu'aujourd'hui, moi je m'accroche à une chose, personnellement, c'est l'état d'esprit. Je trouve qu'il est aujourd'hui. Moi, je me demande cet état d'esprit va pas être gangréné par le fait que tu fais un bras de fer, tu reviens. Par le fait que. Ah, donc là, tu rentres sur le cas Ziyech, par exemple. Exactement. Voilà, moi je me demande quelle est la position de quelqu'un qui s'est décarcassé, qui a toujours répondu présent, qui a fait des Coupes d'Afrique parfois très désagréables comme la dernière, voilà, et qui voit quelqu'un revenir qui voulait pas jouer et qui maintenant veut jouer, ou bien qui a demandé une place de titulaire, qui est parti au bras de fer et qui a juré de faire plier le sélectionneur. Et qui, voilà, elle est là la question. Dans le vestiaire, comment ça se gère? Parce que je vous rappelle que la dernière prestation correcte qu'on a faite, elle s'est faite en Cannes sur des valeurs qui sont absolument pas des statuts de star, et même parmi le moins performant était sans doute justement Ben Attia qui avait ce statut-là, et avec une équipe, une brave équipe qui s'est retroussé les manches avec peu de talent, mais qui amène une espèce de cœur et un bloc défensif et beaucoup de et notamment un certain Faisal Fajr, notamment qui avait qui s'est imposé comme un patron de la sélection. Cette équipe-là, on l'a eu aussi en déboulant un petit peu des statuts qui étaient vides. Et ces gens-là reviennent. Ces gens-là reviennent. Moi, je ne sais pas comment ça va se gérer, peut-être bien, mais je pose la question. Il y a des interrogations. Carcela, par exemple, on le voit à l'écran, excuse-moi, mais Carcela, il était super décevant dans sa première rencontre. Il a mis sur le banc, il n'a plus jamais fait rentrer. Il a fait un match. Mais moi, je trouve ça très bien. Mais tout ce débat-là, le problème, c'est que tout ça s'est passé pendant l'été, où personne n'a véritablement commenté. Pour moi, le nœud gordien du problème qu'on aura, justement, en fin de l'équipe nationale, ça va être ça. C'est Hakim Ziyech et les conditions de son retour dans un groupe qui a été soudé en Cannes. Et pour moi, la vraie problématique, elle se situe davantage dans l'état d'esprit, bien plus que le rendement sur le terrain. En tout cas, je pense que pour... Quelqu'un comme Belhanda, par exemple, combien il n'est pas à l'abri de nous faire un super bon match, ou bien 2 bons matchs, on l'espère, mais combien d'occasions il va avoir de les faire? Voilà. Et en attendant, combien de fois il va mettre quelqu'un sur le banc? Belhanda, c'est moins grave, parce que Belhanda, à la rigueur, c'est un rendement sur un terrain. Mais pour moi, Ziyech, c'est effectivement un bras de fer qui a été mené et qui, in fine, a été gagné par Ziyech. Parce que quand tu es... Un bras de fer, en tout cas. J'aimerais bien aussi... Une phrase. On peut le dessiner ou le redessiner comme on veut. Les faits sont têtus et ils sont là. Ziyech est allé au bras de fer contre un sélectionneur en affirmant publiquement qu'il ne reviendra pas. Tant qu'il a été là, ce sélectionneur, avec son patron de la Fédé, se sont déplacés ces JS pour faire en sorte qu'il revienne. Ziyech a gagné. En tout cas. Maintenant, il faut qu'il assume sur le terrain. Maintenant qu'il faut qu'il assume et faire en sorte de garder une harmonie dans ce vestiaire-là. Et ça, je trouve qu'on n'a pas assez débattu de la question. On va en parler, bien sûr, le mardi prochain de cette double confrontation entre le Mali et le Maroc. Allez, décisive en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde. Dans quel état d'esprit, justement, doit aborder ces deux rencontres? Ça se joue en 5 jours. Et l'avenir de la sélection se joue en 5 jours, en tout cas, pour la Coupe du Monde. La qualification pour cette Coupe du Monde. Voilà, la qualification de la Coupe du Monde qui vient après 2 matchs nuls, on va quand même le dire. Voilà, et après 20 ans d'absence. Voilà. Surtout. Après 20 ans d'absence. On fait rire Joël, on va quand même le préciser. On le dit avec beaucoup d'amertume un petit peu. Aujourd'hui, nos gamins qui ont 20 ans, ou qui ont 19 ans, n'ont jamais vu le Maroc en Coupe du Monde. En 2026. Peut-être. Sûr. Justement, la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde. On va ouvrir justement l'un des dossiers du club ce soir, cette nouvelle candidature, la 5e de l'histoire à l'organisation de la Coupe du Monde. Et pour cette fois-ci, c'est l'édition 2026. On regarde le sujet. Après 4 tentatives malheureuses, le Maroc est de nouveau candidat à l'organisation de la Coupe du Monde. Premier pays africain à avoir postulé pour abriter le plus grand événement footballistique au monde. Pour l'édition 94 organisée par les États-Unis, 98 qui a été attribuée à la France, 2006 à l'Allemagne et enfin 2010 à l'Afrique du Sud. Le Maroc est à nouveau en course. En ligne de mire, l'édition 2026. Principale nouveauté par rapport aux précédentes candidatures, les nombreux stades dont dispose désormais le Royaume et une infrastructure en évolution permanente. Le Maroc qui s'est lancé ces dernières années dans un vaste chantier de professionnalisation de son football tout en construisant de nouveaux stades. Il dispose aujourd'hui de 6 stades répondant aux normes internationales et 4 autres sont en construction. Par ailleurs, le pays a multiplié les candidatures à d'autres compétitions pour baliser le terrain à l'organisation d'un mondial. Il a ainsi abrité en 2013 et 2014 2 éditions de la Coupe du Monde des clubs et devait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avant de se désister
en raison de craintes liées au virus Ebola. Le dossier marocain qui pourra également profiter de la position géographique du Royaume, toute proche de l'Europe, le centre de la planète football et des nouvelles règles d'attribution de la Coupe du Monde. En face de cette nouvelle candidature marocaine, le dossier transaméricain présenté comme ultra favori avec le trio États-Unis, Canada et Mexique. Il y a aussi le cahier des charges de la FIFA qui s'est durci avec le passage à 48 équipes qualifiées pour l'édition 2026. Une nouvelle formule qui doit ajouter 16 matchs aux 64 disputés dans un format à 32 pays avec davantage de stades requis, de capacités hôtelières pour les fédérations et les supporters, d'infrastructures de transport, etc. La FIFA, qui a pris note de la déclaration d'intérêt du Maroc, décidera de retenir ou non l'une des candidatures à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 le 13 juin prochain à Moscou, à la veille du match d'ouverture du Mondial 2018 en Russie. Et si la cinquième était la bonne, le Maroc était candidat, donc on l'a entendu là dans le sujet, pour les Coupes du Monde 94, 98, 2006 et 2010. Nouvelle candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui risque de changer par rapport aux précédentes candidatures, Amine? Je ne sais pas, j'étais à Zurich en 2005 pour celle de 2010 et on avait dit si la quatrième était la bonne. D'ailleurs, je me rappelle même du matin ou de l'attribution. On était tellement persuadés que c'était fait et qu'on l'a peut-être un peu fêté plutôt que prévu. Moi, j'ai été à toutes les candidatures et je me demande si j'étais le chat noir. Arrête, ça moi, je vais pas. En fait, qu'est-ce qui va changer? Bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La prochaine, tu n'iras pas. Je peux vous l'annoncer et l'assumer. Je ne serai pas à Moscou le 13 juin. Voilà, Voilà. Non mais attends, déjà excuse-moi, à chaque fois on dit 4 échecs. Ouais, techniquement il y a eu 4 échecs. Moi quand même nuancé. Celui 94, c'était vraiment un coup de... j'ai envie de dire Non, c'était un coup d'avance. Non, mais c'était positif. C'est-à-dire que ça a brisé ça a brisé l'idée reçue comme quoi c'était impossible. C'était une première candidature africaine. Elle a été accueillie avec sarcasme. À l'époque, c'était une idée qui était arrivée dans la foulée de la bonne performance de 86, les Jeux Olympiques qui étaient réussis également en 84. Cette idée-là a permis à l'Afrique de faire celle de 2010. Malheureusement, c'est pas nous qui en avons profité parce que les 3 autres, autant la première était novatrice, j'ai envie de dire visionnaire, elle a ouvert une porte, autant les 3 autres manquaient de stade, tout simplement. Je veux dire, on pouvait pas se pointer avec des maquettes sans arrêt, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc c'est pas vraiment 4. Pour moi, c'est 2. Bah, non, c'est 3 échecs. On a été tout proche à une. Moi, je dirais 2 échecs. Voilà. Mais par contre, on a retenu les leçons parce qu'on le sait bien maintenant. Il a été écrit des tonnes de papier là-dessus. Le travail ne se fait pas seulement au niveau des maquettes ou même au niveau des stades existants. Il se faut beaucoup au niveau du lobbying. Et ça, on a appris à faire. Sauf que là, Amine, la donne a changé et la donne a changé par rapport au mode de désignation. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus 21 Gugus qu'on va aller approcher, mais c'est plutôt plus de 200 nations. Et c'est ça qui me fait peur. Parce qu'aujourd'hui, quand par exemple on a un ministre de la Jeunesse et des Sports qui dit qu'aujourd'hui on est capable d'organiser une Coupe du Monde parce qu'on a les infrastructures nécessaires en termes de stade, de transport, de capacité hôtelière, c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Aujourd'hui, je vais t'arrêter parce que tu es en train de tuer sur une mauvaise pente. Moi, j'ai même pas envie Qu'est-ce que tu vas nous faire une... Non, je vais te faire très simple. On va pas... On a organisé 2 Coupes du Monde des clubs, j'ai bien vu, il y avait 7 équipes. Non, laisse-nous classe. On n'est pas là pour juger. Moi, je ne suis pas juger les hôtels, je ne suis pas juger les routes. Je connais. Par contre, je sais juger notre Botola et elle ne va pas bien. Voilà, on a des gros problèmes pour tenir une Botola qui est... problème de stade, problème de sécurité, problème d'accueil des gens. Donc déjà, on a quand même un benchmark chaque week-end et il n'est pas brillant, suffisamment en tout cas brillant pour me détendre par rapport à la capacité qu'on peut avoir à accueillir 48 équipes. Wallahu a'lam. Voilà. En tout cas, la décision sera prise le 13 juin, rapidement, Amine. Rapidement. Oui, très rapidement, pour dire non, moi je dois aller plus loin que lui. Aujourd'hui, nous n'avons pas toutes ces capacités, peut-être qu'on les aura plus tard pour 2026, mais aujourd'hui, on ne les a pas encore. Et les affirmer, le visage glorieux, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes en train d'avoir tout ça, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore tout ça. D'autant plus ce qui complique un petit peu la position du dossier du Maroc pour cette édition, le fait qu'il y aura 48 nations qui vont participer et que même la FIFA, en décidant de changer la formule de la Coupe du Monde et pour qu'il y ait 48 pays qui participent, a dit qu'elle allait opter davantage
pour des co-organisations et en face du dossier marocain. Après le Japon-Corée. Exactement. Et que maintenant, face au dossier marocain, il y a l'ultra favori, selon plusieurs, en tout cas, États-Unis, Mexique et le Canada. Pour pas donner l'impression, je dis pas ça parce que j'ai pas envie qu'on l'ait, je dis ça pour qu'on travaille 10 fois plus pour qu'on l'ait. On a tous envie de l'avoir. On va qu'on soit bien clair. Non, quand même, parce que là, comme il m'a fait lui, on s'arrête, la moto là. Il n'y a pas juste la moto, il y a tout le reste. Il y a du boulot. Il y a même il y a beaucoup de choses à dire, donc je pense qu'on va. Et on y reviendra. En plus, c'est jusqu'à juin, donc. Exactement. On y reviendra. Et avec certainement Fawzi El Rja, le président de la Fédération royale marocaine de football, puisque c'est la fédération qui est candidate à l'organisation donc de cette Coupe du Monde. On va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club. À tout de suite. Bienvenue les amis donc dans cette seconde partie du club, le plus gros transfert de l'histoire, celui bien sûr de Neymar au Paris Saint-Germain. Après le feuilleton, la polémique sur le chiffre record des 222 millions d'euros, sportivement, c'est un petit peu l'heure de l'emballement à Paris, en France, en Ligue 1. Et pour Neymar, ce n'est que le début. Il promet, en tout cas, de tout faire pour faire grandir le Paris Saint-Germain. La réaction de Neymar. Je suis très heureux, relax, je m'adapte aussi vite que possible, je me sens de mieux en mieux physiquement et je peux encore m'améliorer. Est-ce qu'il peut encore s'améliorer, Neymar? Au vu de ses deux premières prestations, il a été juste bluffant. On connaît Neymar, on ne découvre pas le joueur. Oui, il peut s'améliorer, il a 30 millions d'euros net par an. Je pense que dans 8-9 mois, il peut renégocier à 40, donc oui, l'amélioration est possible. Reda, ces deux premières prestations de Neymar. Ouais, on le disait dans le sommaire, le PSG a marqué 9 buts, il est impliqué dans le but du Paris Saint-Germain. Il s'amuse, il a l'équipe qui est construite autour de lui. Je crois que c'est ce qu'il cherchait. En même temps, il n'est pas là pour mettre 3 buts à Toulouse, il est là pour gagner la Ligue des Champions. Moi, ce transfert, il m'excite. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça. Je ne suis pas expert financier pour parler des chiffres. Il y a effectivement un côté un peu effrayant dans la mise en place d'un fair play financier et le fait que dans tous les journaux français, on parle de comment le contourner tranquillement, en toute décontraction. Voilà, je ne sais pas si on pourrait se permettre ce genre de commentaires dans des médias en disant voilà, on doit essayer de contourner le fair play. Bon bref, ça, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Par contre, au niveau sportif, je pense qu'il y a un vrai challenge, contrairement à ce que tout le monde dit. Moi, je trouve ça compréhensible qu'un joueur ait l'ambition d'être un numéro 1 dans un club qui est plutôt que d'être le numéro 2 chez les numéros 1, être le numéro 1 chez les numéros 2, en fait, tu comprends ce que je veux dire. En termes de chapeau, parce qu'on part dans une polémique Real, Barça et compagnie, mais dans le premier chapeau, avoir un second rôle, il va tirer une équipe du deuxième chapeau vers le premier chapeau. S'il réussit, il sera définitivement quelqu'un qui aura eu un énorme mérite sportif et malheureusement, il ne sera jamais jugé à l'aune de ses prestations contre Toulouse ou Guingamp, mais vers avril, mai, si nous avons un peu de chance, quand il va falloir mettre des petits ponts et des triplés à Ramos ou à je ne sais qui, voilà, piqué plutôt. Il faisait très bien quand tu vois la préparation qu'il a fait pendant l'été, il était bien en jambes. Mais j'adore ce bonhomme, j'adore ce qu'il dégage. Je trouve que c'est un joueur qui met beaucoup de fraîcheur dans le jeu. Les Brésiliens l'adorent parce qu'il a ce côté un peu vintage du joueur qui s'amuse. Voilà, on n'est pas. Voilà, j'aime beaucoup ce bonhomme. Justement, l'un des chroniqueurs très reconnus en France, Daniel Riolo, parlait de beach boys, c'est-à-dire qu'ils ont tendance un peu à trop s'amuser, à trop jouer à la petite baballe, à faire des talonnades. Contre Guingamp, ça peut marcher. Face à Toulouse, ça peut aussi marcher. Et justement, c'est peut-être ça le risque du PSG, c'est trop tomber dans la facilité de ne pas avoir vraiment d'adversaire à la hauteur des talents de ses joueurs, et qu'au moment où on va rentrer dans le vif du sujet, ça risque d'être compliqué pour eux. C'est dans la culture du PSG. On va quand même rappeler que le Neymar n'est pas le premier Brésilien venu au PSG. Il y a eu Rai avant. Il y en a déjà là, il y en a 25. Non, mais les besogneux, parce qu'au moment, un Silva, pour moi, c'est un besogneux. C'est pas un artiste, quoi. Ouais. Mais les artistes, un peu les danseurs, il y en a pas mal. Il y a eu Rai qui était un peu plus élégant. Il y a eu Ronaldinho récemment qui a explosé au PSG avant d'aller véritablement devenir le meilleur joueur du monde. Valdo va passer par le. Attention, parce que ces Brésiliens-là,
Mais ils venaient du Brésil vers le PSG et ensuite l'apogée de leur carrière pour ces joueurs-là s'est situé après. C'est-à-dire Ronaldinho, le Barça et le Milan. Alors que là, tu arraches une star et tu la ramènes de ce que tu pensais être. Voilà, c'est là où et ça j'aime bien parce que ça j'aime bien. Je voulais en venir, c'est que le point d'inflexion il est là, c'est qu'avant effectivement c'est un tremplin qui n'est plus aujourd'hui. Et c'est ce qu'il essaie de dire. Il a fait une déclaration qui est très importante par rapport à tout cet environnement-là. Il dit Neymar, que j'avais lu, il dit quand les gens pensent que quand tu pars du Barcelone, c'est la fin du monde. Il dit non, moi je revis, au contraire, c'est quelque chose qui est nouveau. Effectivement, quand tu arrives à avoir... Parce que l'idée, c'était quoi? C'est que les plus grands joueurs du monde restent dans les plus grands clubs du monde. En gros, c'est... Ou rêvent des plus grands clubs du monde. C'est ça, mais une fois qu'ils y sont, ils ne bougent pas. Messi bougera difficilement de Barcelone, à moins d'un cataclysme. Et au Manchester City, beaucoup d'argent. Ronaldo bougera difficilement Quand tu arrives dans ces clubs, ça fait, tu as l'apogée, tu ne risques pas de descendre plus bas. Et comme dit le proverbe marocain, justement, Reda, qui parlait de... Est-ce que c'est Darel? C'est ça la question. Est-ce que c'est encore... Est-ce que Barcelone, et ça me fait mal, moi, est-ce que Barcelone est encore Darel? Parce que, justement, non, pas de transition, parce que c'est vrai que Reda, quand il parlait du Paris Saint-Germain qui chippe un joueur, Neymar, c'est tout de même pas David contre Goliath, mais autre anecdote par rapport au Barça en ce moment, hein, c'est vraiment pas c'est pas la saison, en tout cas le début de saison du Barça. La Chine, le football chinois fait une plus-value sur un joueur pour la première fois de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont acheté à 20 millions d'euros, ils le refourguent à qui? Paulinho, au Barça, celui qui ne fait pas un 3 jonglages avec le ballon. Je sais qu'on est dans un milieu très conservateur. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien des clubs historiques avec un statut, une histoire et machin, et entre guillemets les nouveaux riches. Voilà, moi je voudrais juste rappeler que les nouveaux riches, enfin les anciens riches sont des riches qui ont été riches plus tôt, en fait c'est tout. Mais et que moi ça m'excite, je m'excuse d'avoir un vrai, j'y vois, je ne veux pas parler de chiffres, un vrai challenge sportif. Voilà, ce bonhomme va porter une équipe sur ses épaules et il va essayer de faire quelque chose. Et s'il y réussit, je suis désolé, il aurait réussi son pari parce qu'il marquera plus l'histoire en étant celui qui a ramené la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain et on ne sait pas s'il va y arriver, plutôt que de gagner peut-être une deuxième. En tout cas, challenge sportif, mais la question qui se pose maintenant, c'est que qu'est-ce que cette arrivée de Neymar change au niveau du projet qatari du Paris Saint-Germain? On a posé la question à l'un de nos consultants dans le club, Hervé Penaud. C'est un changement radical, évidemment, l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. C'est d'un seul coup, le projet du Qatar bascule dans ce fameux grand projet avec, évidemment, en ligne de mire, la Ligue des Champions. Car aujourd'hui, quand vous êtes capable d'attirer Neymar, même Dani Alves, il ne faut pas l'oublier, Dani Alves, c'est important aussi, parce que dans toute cette idée de projet, c'est que vous êtes capable d'attirer des grands noms. Et ça, c'est capital pour l'avenir du Paris Saint-Germain. C'est qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain n'est pas ce club qui ne pouvait pas faire venir les grandes stars du football européen, mondial, disons, c'est-à-dire Neymar, Messi et Ronaldo. Aujourd'hui, c'est un club qui attire. Et à partir du moment où vous attirez, vous changez le regard des autres sur votre club. Et d'un seul coup, Paris Saint-Germain devient non seulement un objet de désir, parce qu'on sait que financièrement c'est important, mais on sait aussi que maintenant, le Paris Saint-Germain a l'effectif pour gagner la Ligue des Champions. Il était déjà dans les 6-7 meilleures équipes européennes, enfin, en termes de potentiel en tout cas. Aujourd'hui, ça y est, vous passez le cap au-dessus. On voit que Barcelone est en train de s'écrouler un petit peu. Real reste toujours au top. On verra ce que vont faire les Anglais. Et Paris Saint-Germain se positionne grâce à Neymar. Neymar, ça change tout, à la fois pour le Paris Saint-Germain, le regard du Paris Saint-Germain à l'extérieur, dans tous les pays du monde, c'est devenu un hit absolu. Vous avez eu des millions de vues, de clics, de tout ce que vous voulez, et puis sur Facebook, et puis sur tous les réseaux sociaux. Et en plus, vous avez la sensation que ça y est, Paris est rentré dans la dimension des grands clubs européens. Grand club européen, c'est Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, Paris Saint-Germain peut remporter la Ligue des Champions pour le projet du Qatar. C'est la troisième niveau de la fusée, j'allais dire. Vous en avez vu la première avec Beckham, après Ibrahimovic, et aujourd'hui c'est Neymar. Et là, avec Neymar, avec tout ce qui s'est fait autour et tout ce qu'ils ont fait avant, il y a la possibilité de remporter cette Ligue des Champions, qui est évidemment le rêve absolu des dirigeants. Voilà, donc le rêve absolu, c'est la Ligue des Champions. Mais avant de parler de cette Ligue des Champions et de résultats sportifs, qu'est-ce que ça change aussi au niveau de la Ligue 1? J'ai vu qu'en termes d'audience, ne serait-ce que ce match Toulouse-Paris Saint-Germain, le premier match de Neymar à domicile au Parc des Princes, a battu tous les records. Normalement, il a même dépassé le PSG contre Marseille de ces 3 dernières années, qui est la grande affiche télévisuelle de l'année en Ligue 1. On a parlé du merchandising, les 10 000 maillots vendus en 48 heures de Neymar. Le PSG a visiblement grandi, en tout cas aux yeux de l'Europe du football. On évoquera un peu plus tard aussi la réaction un peu jalouse des grands ténors européens.
Je pense que celui qui en a le mieux parlé, ça reste quand même Aulas. C'est qu'il a perdu une seconde pour dire tout le mal qu'il pensait en termes financiers du transfert de Neymar, mais il était premier à reconnaître que ça aurait un impact et une aura sur tout le football français, à commencer par son propre club. C'est juste l'occasion, enfin, remarque en passant, de voir à quel point le foot a changé. Si je ne me trompe pas, je pense que le PSG a fait une demi-finale de C1 quand ils éliminent Barcelone, non en 93 ou 92. Ils font une finale de C3. Non, mais ils gagnent une C3 sur le but d'Engoti. Voilà. Ils font pas de demi-finale. Quand ils sortent le Real, je me demande où est-ce qu'ils arrivent. Globalement, je crois qu'ils ils gagnent une C2 qui a disparu. Aujourd'hui, tout a changé. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un foot qui ressemble un peu à la NBA, où c'est que les superstars centralisent autour d'eux des supporters. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement. Enfin, il y a une jeune génération aujourd'hui qui ne supporte plus tellement un club pour des raisons familiales, historiques ou géographiques, mais plus parce qu'ils suivent des personnages. Intéressez vos enfants autour de vous et regardez ce que David Luiz leur dit. Indépendamment parce que son look, parce que machin. Voilà, il faut s'habituer à ça. On peut le critiquer ou on peut regretter le foot à papa, en tout cas le nôtre avec lequel on a grandi. Mais c'est une réalité que Neymar aujourd'hui braque les projecteurs sur un championnat qui était un peu pris de haut. Voilà. C'est ça. Alors, oui, et pour Paris, ça commence avec Ibrahimovic déjà. Après c'est plus facile d'avoir un. Alors avec Ibra, avec Ibra quand il vient. Est-ce qu'on peut comparer en tout cas? Non, on compare pas. Je dis juste ça commence avec. Et ça se poursuit avec Neymar. Mais c'est plus facile de poursuivre ça avec un Neymar qu'avec un super milieu défensif besogneux. Parce que automatiquement, il y aura beaucoup plus de vues vers un joueur qui est très spectaculaire. C'est un vrai joueur de PlayStation. S'il se met à marquer des buts comme le dernier qu'il met contre Toulouse, effectivement, ça ne renforcera que les vues sur YouTube par million. Moi, je pense que c'est une révolution qui est très spectaculaire. Parce que dans les 10 dernières années, les 8-10 dernières années, je pense qu'il n'y a aucun club qui a quitté le Real ou le Barça si les dirigeants ne le voulaient pas, sans qu'on veuille se débarrasser de lui. Voilà. Et c'est ce que vivent tous les autres clubs toute l'année, tout le temps. Voilà, tous les autres supporters voient leurs stars se faire arracher par ces deux grands clubs. Ouais, moi, je trouve ça assez amusant que ça leur arrive pour une fois. Et que ça mette un peu de sel. Après, c'est très cruel parce que la Ligue des Champions, il y en a un seul qui va la gagner. Ça ne veut pas dire que tous les autres clubs auront mal joué ou mal travaillé. Mais c'est comme ça. La Ligue 1 est le tournant qualificatif de la Ligue des Champions. Mais le problème aussi que le Barça a eu aussi, c'est que jusque-là, pour pouvoir arracher un joueur, il fallait arracher sa clause. Aujourd'hui, quand Pogba part à 120 millions l'an dernier, tout le monde a crié au scandale pour dire c'est indécent en termes de pognon. Donc aujourd'hui, qui aurait pensé que Paris pouvait mettre 220 millions sur les Neymar de la clause? C'est-à-dire que le Barça... 220, oui, effectivement. Deux, ça paraît tellement... Ouais, mais quand le Barça met la clause de Neymar il y a 3-4 ans à 220, à aucun moment, elle s'est dit qu'il y aurait un club. Et c'est l'année dernière. C'est que l'année dernière. Exactement. Avec ces joueurs, on se posait la question. Parce qu'à 120 millions, Pogba, c'était un scandale. Donc personne ne pouvait se dire qu'à 220, ça pouvait se faire. Le fameux Pogba que la Juventus avait racheté à Manchester United à 1 million, je pense, de 40 et qui revendu à 120. Voilà. À 120, ça va être. Tu te rappelles ce que c'était Pogba 120. Au-delà du, est-ce qu'il vaut véritablement 120 ou pas? Franchement, je comprends plus Neymar à 222 qu'un Pogba à 120. Oui, mais aujourd'hui, un Coutinho, par exemple, d'après ce qu'on lit, parce qu'on n'est pas 150 millions d'euros. Aujourd'hui, à 100 millions, ils ont refusé l'offre. À 130, ils ont refusé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pogba, il y a juste 12 mois, c'est déjà oublié et passé de mode. Vous vous rendez compte? En tout cas, l'arrivée de Neymar. Mettre les gamins au foot très vite, toi. L'arrivée de Neymar, qui ne fait pas que des heureux, on l'a compris, le Barça, bien sûr, qui s'est fait chipper un petit peu sa pépite, mais pas que le FC Barcelone, puisque on l'a évoqué, tous les grands clubs historiques, le Milan AC, l'Inter, le Bayern, les grands clubs anglais, ils sont pas très rassurés par rapport aux ambitions des clubs comme le Paris Saint-Germain. Retour à Hervé Penaud, notre consultant. Alors évidemment, il y a une contrepartie avec l'affaire Neymar, c'est de se poser la question, et que vont dire les autres clubs européens? Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où c'est un État qui détient un club, d'une certaine manière, vous pouvez acheter à peu près tous les joueurs. Et il faut quand même qu'il y ait une régulation. On ne peut pas se permettre comme ça d'avoir un club comme le Paris Saint-Germain, voire Manchester City, qui peut se permettre de dépenser des millions et des millions. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fair play financier. Mais le fair play financier, est-ce que d'une certaine manière, le Paris Saint-Germain va être dans les clous? Ça, on ne le saura que dans 2 ans, finalement, puisque ça a été un petit peu réduit la manière de juger les problèmes financiers des différents clubs. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait de la régulation, parce qu'on ne peut pas se permettre simplement de dire Paris Saint-Germain va acheter Neymar, va acheter Mbappé, va acheter, etc., et puis sans laver les mains. Non, à un moment, il faut qu'il y ait quand même une régulation. Sinon, en ce moment, il y a une fronde qui est en train de naître dans les grands clubs européens. Tout le monde se pose des questions. Alors, on peut parler des anciens riches, entre guillemets, ceux qui avaient le pouvoir, mais ils ont eu le pouvoir
pouvoir parce qu'ils ont créé des clubs de haut niveau avec des structures de haut niveau, avec des sponsors de haut niveau, mais c'était pas des clubs liés à un État, ce qui est quand même très différent. Donc il va falloir quand même regarder ça de très près. On a dit que Jean-Michel Aulas a déjà tiré la sonnette d'alarme en France, on le connaît, mais il n'empêche qu'il y a un fond de vérité derrière ce qui a été dit. Voilà, il y a une part de vérité. Il a raison, parce que si tu regardes un peu, je suis un peu surpris que les clubs n'aient pas la maturité de s'organiser et d'essayer de réguler ça, ou alors qu'ils se défendent là par conservatisme, voilà, parce que ça les ennuie qu'un nouveau riche arrive et rentre dans leur club de club, voilà. Ils ne se défendent pas pour défendre, excuse-moi, ils ne s'organisent pas. Dans le sens de ce que tu dis, pourquoi ça ne s'est pas passé avec Manchester City? C'est un chirocé. Si, ça s'est passé, mais tu es moins sensible parce que peut-être tu lis plus de presse française. Mais en Angleterre également, il y a eu ce genre de réaction, les chirs qui arrivent, voilà, il y a eu des sarcasmes, etc. Ce que je veux dire par là, ils ne se défendent pas parce qu'ils sont soucieux de la qualité de leurs produits, comme a pu le faire la NBA par exemple. Parce que quand même dans le temple du capitalisme sportif, il y a des mécanismes de salary cap, il y a des mécanismes de draft qui sont des contre-pouvoirs au pouvoir financier et qui sont des façons de garder le sportif au milieu de l'argent. Aujourd'hui, le foot n'est pas du tout... en France aussi. Très peu. Aujourd'hui, quand on parle, quand tous les médias disent comment contourner le fair play financier, et de toute façon, ça va être jugé dans 2 ans. S'ils n'ont pas équilibré les comptes dans 2 ans, ils vont avoir une interdiction de recruter dans la 3e année. Et à la limite, ils ont envie de dire on s'en fout. D'ici là, on espère avoir gagné les Et le fameux montage, on donne les 222 millions à Neymar pour que lui-même paye sa clause et que lui, il aura un contrat pour la promotion de la Coupe du Monde avec l'État du Qatar. Donc, et on se retrouve aujourd'hui dans des émissions sportives comme celle-là à faire de l'analyse financière pour laquelle je suis ni goût ni compétence. Voilà, mais c'est ça la réalité. Et en plus avec des contrats qui est impossible de comprendre la moindre clause parce que c'est des montages très complexes. La réalité. Les meilleurs cabinets d'avocats et de financiers qui ont géré ce genre de montage. Ce qui m'amuse pour moi, parce que j'ai adoré. Club chez nous, crois-moi qu'il est... si on reste au niveau du parasportif, puisque l'été on n'avait pas de match à se mettre sur la dent, je trouve ça, je trouve la réaction du club catalan assez étonnante quand même, voilà, assez étonnante. Cette espèce de mauvais esprit. C'est une bonne transition par rapport à ce que je voulais dire. Moi, je reste persuadé que cette histoire de club les frondeurs, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup vu. À part le FC Barcelone, et je le prends plus davantage comme une question d'ego blessé. Voilà, mauvais perdant. Plus mauvais perdant qu'une véritable stratégie de attention, le PSG arrive avec. Parce qu'aujourd'hui, finalement, qui montait au créneau? Le Real, même baisse Ménèche, le Bayern. Bon, il fait de bonne guerre, le Real. Il va pas. Non, mais je veux dire, le Real Madrid ne va tout de même pas pleurer le départ de Neymar de Barcelone. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, le Bayern, si, Romaniguet, Eunès a fait des toujours. Mais une formule, mais bon, Eunès, c'est une formule. Mais aujourd'hui, je veux dire par là, si ces clubs-là européens avaient si peur de ce Paris qui arrive avec ses gros sabots, ses gros millions, et qui allait piller tous les clubs, aujourd'hui, on n'a pas entendu grand monde, à part le FC Barcelone, et à travers le petit communiqué tout récent d'aujourd'hui. Personne n'a. En tout cas, le feuilleton Neymar et FC Barcelone n'est pas encore fini, puisque le club catalan a, lui, décidé aujourd'hui de poursuivre en justice le Brésilien et le PSG qui va défendre son joueur. Neymar, lui, qui n'a pas hésité non plus à tirer à boulet rouge sur les dirigeants du Barça. On écoute la réaction de Neymar. J'ai passé 4 belles années et je suis parti heureux, mais avec eux, les dirigeants du club, non. Pour moi, ce ne sont pas des personnes qui devraient être là-bas dans la direction du Barça. Le Barça mérite beaucoup mieux et tout le monde le sait. Et vous savez, une question. Vous savez où il est Neymar aujourd'hui? Avec ses anciens coéquipiers. Neymar est à Barcelone et Neymar est avec Messi, Suarez, Piqué et tous ses anciens coéquipiers, mais pas pour jouer, mais pour fêter l'anniversaire de voilà, exactement, fêter un anniversaire et voilà. Et ça crée. Il est déjà parti. Il crée encore la zizanie. Avec Dani Alves. Voilà, exactement. Il a même embarqué un ancien du Barça. Il y a quelque chose avec Barcelone et ses stars. Moi, je sais pas, je suis pas supporter du Real du tout, mais j'ai quand même envie de. C'est pour ça que je suis à l'aise pour dire ce que je vais dire sans qu'on me tombe dessus. Mais il y a beaucoup d'histoires qui se terminent mal entre les stars et Barcelone. Ça commence avec Maradona, Romario, Cruyff, Ronaldo, Eto'o, Zlatan, Neymar. Je ne sais pas ce qui se passe. Yaya Touré. Yaya Touré. Figo, voilà, ça se termine souvent. C'est une constante, on a l'impression. Je ne sais pas ce qui se passe après. Je ne suis pas spécialiste. Après, le Real non plus, je veux juste balancer. C'est moins fréquent. Oui, moins fréquent, mais bon, mais après.
après, vu que tu as tiré un boulet sur le Barça, pour pas énerver Gilles ce soir, on va dire que c'est pas mieux terminé avec le Real, pas Il profite du fait que j'ai oublié, attention, on fait encore mes cartons. Effectivement. Donc récemment aussi, on va dire que voilà, il faut Raoul juste se rappeler. Casillas, Raoul Casillas, c'est pas si bien terminé que ça. Après, il faut juste peut-être rappeler, Guti, que c'est des business. On a tendance à oublier, il y a tellement de passion autour de ça qu'on oublie que c'est des multinationales, ces boîtes-là. C'est des multinationales avec des déficits de 500 millions d'euros, avec des actifs incroyables, même si moi aussi je suis pas très à l'aise avec les termes financiers. Ce n'est que du business. Et peut-être que ces joueurs-là sont plus à même de s'en rendre compte quand ils le vivent de l'intérieur, parce que moi, déclaration de Neymar, au bout de 4 ans, alors il passe 4 ans, au Barça, je vais m'oublier que c'était autant. Et c'est quand même choquant. Au bout de 4 ans, il te dit, j'ai passé 4 ans formidables. Quelle capacité je vous rappelle quand même que ce Neymar-là, depuis qu'il est arrivé au Barça, tout auréolé de ses succès à Santos, il avait été exceptionnel au Brésil en championnat local. Il arrive, il y a eu beaucoup de doutes. Est-ce que le Brésilien va s'acclimater, la Messi dictature, etc. Il a été décisif très vite. Et je trouve qu'au niveau sportif, pour rester sur le plan du terrain, il est très très surprenant. Il est toujours au-dessus de ce qu'on attend. On l'attendait en phase de transition au Barça, elle n'a pas existé. On l'attendait. Il est très possible que sportivement, il réussisse son pari. Et à ce moment-là, il a talent pour. Voilà. Et à ce moment-là, il aura été décisif dans un destin qui se sera forgé. Voilà. Il aura échappé à l'autoroute pour créer son chemin et c'est très intéressant. Et je vous rappelle qu'au Brésil, c'est quelqu'un qui a une aura énorme. Pourquoi? Parce que pendant la Coupe du Monde, il a porté l'équipe sur ses épaules avec une espèce de décontraction et un plaisir de jouer qui était vraiment dans la tradition brésilienne. Ce qu'ont brisé des joueurs comme Thiago Silva et compagnie, voilà, qui étaient vraiment dans le stress. Et par la suite, c'est lui qui ramène le JO, le titre des JO, un titre qui leur manquait. Contre l'Allemagne, alors que tout le monde tremblait. J'ai vu la finale, tout le monde était mal de se dire avec l'horrible 7-1. J'ai lu toute son histoire en fait, parce qu'il devait venir au Real initialement. Ouais. Et quand il a signé un pré-contrat avec le Real Madrid. Exactement. Et c'est Pelé qui l'appelle dans un bureau pour dire tu restes à Santos et le gars reste à Santos. C'est par exemple aujourd'hui la vraie star au Brésil, c'est Neymar, et le joueur peut-être qui est peut-être plus talentueux mais que le Brésilien n'aime pas du tout. Paradoxalement, c'est Ronaldinho. Ouais. Parce que lui, effectivement, a quitté Grêmio de manière très bizarre. Et quand il a fallu retourner, il a été à Flamengo. Enfin, c'est toute une histoire un peu. Ce n'est que ça. Elle est magnifique, d'ailleurs. En tout cas, Neymar, Neymar qui fait grandir le Paris Saint-Germain, on en est tous d'accord. Il fait grandir aussi peut-être la Ligue 1. Donc, Hervé en parlait. Il y a plus de suivi. La Ligue 1, peut-être les prochains contrats qui arrivent, d'ailleurs, de signature des retransmissions des matchs de la Ligue 1 qui vont battre tous les records et tout le monde est d'accord. Et ce monsieur-là, monsieur Neymar, il est pour quelque chose. Ben oui. Bon, on peut aussi parler de recettes fiscales. Il prend 30 millions d'euros net, donc tu imagines ce qui rentre dans les caisses de l'État aussi. Après, pour aller encore plus loin, il faudrait qu'il y ait un deuxième PSG en France. Voilà. Pour encore une fois, je le répète, faire de la Ligue 1 autre chose. Il y a eu un nouveau PSG, c'est Monaco. Ça s'appelle Monaco. Que le PSG veut également piller, puisque on parle de la possible arrivée de Fabinho et de Kylian Mbappé, surtout au Paris Saint-Germain, avant la clôture du marché. Il y a plusieurs voix aujourd'hui qui s'élèvent en France pour dire qu'aujourd'hui le PSG, s'il veut une Ligue des Champions, il lui faut davantage un gardien. Ou deux bons gardiens plutôt qu'un Mbappé. Il faut faire attention, c'est un peu l'erreur qu'avait fait. D'ailleurs, ils sont sur le gardien de l'Atlético Madrid. Non, il a été prolongé au Black, apparemment. Il a été prolongé au Black. Il a été prolongé aussi. Au Black, non. Bref. Non, il t'a prolongé légalement. Très très bonne. Non, la blague de Reda. Comme c'est bon public. C'est le retour de vacances, c'est bon public. Mais on parle beaucoup de Black dans le transfert de Neymar. Parce que. Mais aussi cette blague, on en a parlé dans les coulisses pour le SoFoot, que j'invite également nos téléspectateurs à aller suivre sur le site sofoot.com et également la page Facebook de SoFoot. Il y a toujours des histoires croustillantes et rigolotes. Il parle donc de la possible arrivée de Neymar et de Mbappé pour 220 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Il propose même au PSG de racheter le titre de Monaco la saison passée pour 222 millions d'euros. Donc l'objectif... Je vous rappelle que la France, le championnat de France, avec sa DNCG, qui est la brigade financière qui s'occupe du foot, était avec l'Allemagne censée être la plus dure et a procédé à des rétrogradations. Strasbourg. Pas seulement Toulouse, pour des raisons financières. Bastia. Voilà. Cette année même. Et aujourd'hui, avec beaucoup de cynisme, il s'assoit sur tous ces principes que défendait à l'époque Platini. Il s'enorgueillissait de parler de dopage financier pour les clubs espagnols, qui étaient très aidés par l'État. Ouais. Et aujourd'hui, on nous explique que donc dans 2 ans, on verra. De toute façon, d'ici là, tout peut être. Mais depuis tout à l'heure, on parle de Neymar. En fait, je me rends compte d'une chose qui est dramatique. À aucun moment, on a parlé de Julie, notre amie Julie. Neymar, PSG, Julie.
dans quel été à qui nous présentons nos. On peut aussi parler de. Félicitations, c'est comme ça qu'il faut dire. Voilà, exactement. On peut aussi parler de Dani Alves, parce que je pense que le fait d'avoir des joueurs comme ça qui ont une vraie expérience en Ligue des Champions, qui a fait une fin de saison incroyable avec. Je pense que ça peut être ce qui, parce qu'en fait. Le PSG l'année dernière n'était pas mauvais. Il a fait 8 minutes affreuses. Voilà. Il a fait 8 minutes affreuses qui mériteraient d'être analysées plus au niveau d'un psychologique. Tu es par les marres d'ailleurs. Sur le coup franc et c'est lui qui donne la. D'ailleurs, il paraît que c'est ce jour-là où les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain ont décidé de racheter les. Il y a ce côté un peu, impulsif. Voilà, on va acheter celui qui nous a fait du mal. Enfin, on connaît beaucoup ça dans notre championnat. Voilà. Quand un joueur fait un bon match contre le Paris Saint-Germain, si on arrive à couper un match amical avec Gélal Bouzara dans les cages, il peut être ce deuxième gardien dont ils ont besoin pour la Ligue. Je veux pas parler de ma dernière expérience dans les cages. Ça a été là. C'est formidable fiasco. C'était exactement. C'était la catastrophe. C'était pour la bonne cause. C'était à l'arrache. Voilà. Et qu'à la fin du match, il a fait le tour parce qu'il y a quelques spectateurs pour acheter tous les portables. Pour éviter que les images circulent. On voit pas l'image de la boulette. Il a fait couper la 3G. Est-ce que rapidement, on arrive au terme de cette émission, est-ce que voilà, le fait d'avoir Neymar donne en tout cas plus de chances au PSG de gagner la Ligue des Champions, parce que c'est l'obsession. Offensivement, mais après, défensivement, ils en prennent 2 contre Toulouse, il faut un gardien. Enfin, c'est ce que disent les gens qui suivent vraiment Paris. Ils te disent, voilà quoi, tu n'as pas de Ligue des Champions sans un grand gardien. Aujourd'hui, Paris n'a pas de gardien. Et sans une bonne charnière. On parle d'une coupe. On parle d'une coupe qui va se jouer en aller-retour, où il y a un seul vainqueur, qui va être décisive vers les mois de mars-avril. Il faut être un petit peu humble. On n'est pas dans des investissements. Tu parlais d'entreprise. Bon, tu investis, tu récupères. Là, non. On est dans du sport. Il va y avoir un seul vainqueur. Les autres ne sont pas forcément mauvais. Il faut être humble. Il faut, à mon avis, démythifier cette Ligue des Champions. Elle ne peut pas être le seul trophée qui vaille dans une année de football. Voilà. Malheureusement, dans le championnat de France, on le dévalue. Voilà, c'est le cas, mais c'est pas normal. Voilà. Il faut démystifier cette Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le PSG d'aujourd'hui, c'est le Chelsea d'il y a 10 ans. Et le Chelsea avait fait une obsession de cette Ligue des Champions. Sauf qu'il l'a gagné en 2008, l'année où il était le moins préparé. Pour la remporter avec le pire entraîneur de l'histoire de Chelsea qui était. En autogestion et avec, pour une équipe censée être mercenaire, des joueurs, un axe avec Terry, Drogba, Lampard et le gardien, voilà exactement. Ils avaient un grand gardien. Une équipe de vieux grognards qui a finalement remporté la Ligue des Champions. Sur le déclin. Merci Reda. Merci. On va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine pour un nouveau numéro du club et il sera question bien sûr du match Maroc-Mali, match aller vendredi 1er septembre à Rabat. Il sera parmi nous notre ami Moussa Ndao. Ciao, à la semaine prochaine.